Bonjour, bonjour, voilà, on est parti. Alors j'ai reçu plusieurs messages pour me demander comment rejoindre ce live. Ben, en fait, c'est simple, il suffit d'aller sur ma page publique, en fait, la page Thierry Pardo. Puis finalement, vous allez voir le live apparaître et vous allez pouvoir vous connecter directement. Vous avez juste à rejoindre la discussion. Alors on est parti pour une petite heure. Ah, je vois que merci de me rejoindre. Donc on est parti pour une petite heure, une grosse heure. Je sais pas, ça va dépendre aussi des interactions, des questions que vous allez pouvoir me poser. Moi, évidemment, je suis là, je suis disponible pour ça. Si vous posez pas de questions, attention, moi je suis bavard, hein, je suis capable de parler tout seul. Forme monologue pendant une heure, mais non, on va pouvoir échanger. Euh, pourquoi finalement faire ce live numéro 2 là sur Facebook? Parce que c'est ça, il y a beaucoup de questions que les gens me posent à propos de leurs enfants en disant oui mais moi avec mon enfant comment je peux faire, etc., etc. Et je comprends très bien toutes ces questions-là. Je suis aussi passé par ces questions-là, j'y passe encore. Il y a personne qui peut se dire ne cherchez plus comment éduquer vos enfants, j'ai trouvé quoi, voilà, hein. Donc effectivement, il y a tout un tas de questions légitimes que les gens se posent, euh, mais beaucoup de ces questions-là sont parfois mal posées en fait, au sens où on pense on pense que, excusez-moi, j'ai des questions techniques là, des gens qui cherchent à nous rejoindre. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. J'essaye de gérer ça, voilà, en même temps, mais normalement ça devrait bien se passer. Mieux que la dernière fois. La dernière fois, il m'avait fallu plusieurs minutes pour arriver à finalement à voir comment tout ça s'était mis. Mais donc voilà, la façon dont je voudrais un petit peu articuler finalement la discussion aujourd'hui, ce serait de se demander quelles questions sont légitimement en fait pour destinées à nous, ce sont des questions auxquelles nous devons nous-mêmes répondre, et quelles questions sont plutôt finalement destinées à nos enfants. C'est-à-dire, souvent on dit oui, mais mon enfant, est-ce qu'il va être capable de faire l'école à la maison, par exemple? Alors évidemment, est-ce que mon enfant va être capable de vivre à son rythme, de fonctionner selon ses intérêts? Est-ce qu'il va être capable de... Bon, bah, évidemment, l'enfant est toujours capable de fonctionner. Et ça, c'est pas du tout un problème. La question, c'est est-ce que nous, on va être capable de lui offrir, ouais, bonjour d'Auvergne, est-ce que nous, on va être capable de lui offrir un environnement dans lequel lui-même va pouvoir s'épanouir, se développer, etc. Alors voilà, c'est vraiment ces questions-là que je voudrais qu'on se pose ensemble, parce que il est manifeste que hey, bonjour tout le monde. Il est manifeste que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà, ça c'est un truc de base, hein. Si on prend la situation, bon, un petit peu catastrophe, où on va dire, par exemple, tous les matins, bonjour, je dis bonjour au fur et à mesure aux gens qui apparaissent et qui nous rejoignent. Merci. Oui, alors il y a du monde au Québec, il y a du monde en France, il y a du monde au Maroc. Bon, ben merci. Alors voilà, je vais vous raconter une situation que pas mal de gens vivent ou ont vécu, qui est un peu une situation catastrophe, qui va être bon. On réveille son enfant à 6h30. Il y a des écoles, par exemple, au Québec, qui commencent à 7h30, là, hein. Donc, alors, les parents, eux, doivent être en route. Ils ont une heure de métro ou de voiture. Donc, ils réveillent leur enfant à 6h30. L'enfant, évidemment, il a pas faim, hein, ça, c'est évident. Alors, on le met devant des céréales, qui est là. Et puis, il dit, mais maman, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller à l'école. Et là, la réponse, souvent, hein, que les parents, finalement, donnent, c'est
Et moi, tu crois que ça me fait plaisir d'aller au travail? Mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Tu crois que... Alors tous les matins, on explique finalement à son fils, à sa fille, que, eh ben, que dans la vie, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, c'est dans la vie, on choisit pas. Voilà, il y a des contraintes, il faut faire avec ces contraintes, et on choisit pas ces contraintes-là. On est obligé, il faut travailler, il faut aller. Alors l'enfant enregistre que finalement, ces contraintes, elles tombent pas du ciel, elles sont, elles débarquent en fait finalement ces contraintes d'un environnement, un environnement un peu industriel et d'une autorité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui oblige mon papa, qui oblige ma maman tous les jours à se lever et à faire un truc qu'il voudrait pas faire en fait, à aller travailler, à aller à se tenir à des horaires, à une adresse, à une tâche et qui est assigné à bon quelque chose. Et finalement, l'enfant se dit que moi, je sois obligé d'aller à l'école, d'être soumis, pareil, à une tâche, à une place, à un horaire. Eh ben, c'est finalement normal et donc voilà, tout va bien dans le plus mauvais des mondes. C'est-à-dire que personne choisit, tout le monde est soumis, tout le monde est contraint, tout le monde obéit et c'est comme ça. Ben voilà, c'est la vie. Alors évidemment, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ça qui finalement pourra rendre heureux qui que ce soit nous ou que ce soit nos enfants. Il y a quelqu'un qui me dit de quoi on parle là. On parle. Je reprends pour les gens qui viennent juste de nous rejoindre. On parle de la libération en fait des enfants, des adultes et comment on va parler de liberté éducative, mais évidemment, on ne peut pas. Salut Emmanuel, oui, je fais un effort vestimentaire, j'ai changé de chemise. Et donc, euh, euh, comment on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si la personne, le parent, la maman, le papa, se sentent coincés dans une vie dans laquelle ils pensent ne pas avoir le choix, alors bien évidemment, ils ne donneront pas ce choix-là à leurs enfants parce qu'ils peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Et l'enfant va enregistrer que dans la vie, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Quoi. Voilà. Donc en plus, vous savez, on a des enfants qui sont couche-tard, lève-tard, couche-tôt, lève-tôt. Bon, enfin, vous connaissez hein, ces questions-là. Si vous avez au moins 2 enfants, vous savez que les enfants sont tout à fait différents. Hein. Moi, à la maison, j'ai un couche-tôt, lève-tôt, un couche-tard, lève-tard. Ils fonctionnent pas du tout de la même façon. Ils sont pas du tout dans les mêmes... comment dire, salut Laure, salut Fabrice. Donc ils sont pas du tout dans les mêmes rythmes, etc. Alors vouloir imposer un rythme unique à toute la famille, c'est-à-dire parents, enfants, etc. Bon ben ça c'est une chose sur laquelle il faut réfléchir. Alors il y a quelque chose d'important hein, dans cette chose-là, c'est que souvent on constate chez nos enfants bon la fatigue, le découragement, bon on constate plein de choses. Et à ce moment-là, on se dit que il faudrait faire quelque chose pour nos enfants, mais on se rend pas compte que nous aussi, on en aurait besoin de ralentir par rapport à tout ça. Hein. On aurait vraiment besoin de vivre ça autrement. Bonjour Émilie, je dis pas bonjour à tout le monde, mais je vois des pop-up là qui arrivent. Alors, souvent, vous savez, un psy, quand vous parlez à un psy, quand quelqu'un débarque chez un psy, la plupart du temps, il se dit « Non, je viens vous voir, mais c'est pas moi qui ai un problème, c'est ma conjointe, c'est mon patron, etc. etc. » Et on a du mal à identifier que nous-mêmes, on est pris dans une roue, dans un engrenage qui peut poser problème. Alors, on pense que c'est les autres qui posent problème, et que etc. Donc, nous, il faut qu'on réfléchisse sur notre propre fonctionnement. Alors, je le dis souvent, hein, déscolariser les enfants, c'est plutôt simple en fait, parce que bon, bah, il suffit de faire une lettre en disant à partir de telle date de demain, s'il faut, mon enfant n'ira plus à l'école. Voilà, bon, merci, bonsoir. Administrativement, c'est à peu près ça qui se passe. Par contre, déscolariser les parents, ça c'est autre chose. Parce que, évidemment, quand on déscolarise notre enfant, on se retrouve presque devant une sorte de... Oui, ça marche le direct pour les gens qui nous rejoignent. Claude, je réponds. Oui, ça marche, je reçois des questions, des commentaires, donc tout va bien. Alors...
Oui, j'ai répondu, voilà. Et ah ben en fait, on dirait que ça marche bien. Hein. Les gens, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça va bien? Oui, confirmez-moi que je veux pas parler dans le vide depuis maintenant 10 minutes. Mais apparemment, je pense qu'on m'entend, je pense qu'on me voit. Tout va bien. Confirmez-moi. Me laissez pas devant cette page blanche, justement que je suis en train de d'évoquer. Bon, ben si tout va bien, merci, 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 merci. Donc je continue. Oui, alors comment déscolariser les parents? Voilà la question fondamentale. Parce que si vous déscolarisez votre enfant et que derrière ça, eh ben vous vous retrouvez devant un précipice en fait, avec une espèce de vertige de la page blanche, en vous disant oh là là, mais maintenant que mon enfant est déscolarisé, ah merci de vos confirmations. Maintenant que mon enfant est déscolarisé, alors voilà, alors qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Le premier réflexe de tout prof débutant, le premier réflexe, c'est tout simplement de jouer au prof en fait et de se cacher derrière sa préparation de cours, derrière ses fiches, derrière ses livres, derrière tout ce qu'on a mis en place pour que bon ben merci tout le monde, salut Thierry, merci pour vos confirmations. Euh, et on va se cacher, et puis c'est normal, il faut pas s'en vouloir hein, là-dessus. Alors on va faire des horaires, on dit c'est pas parce qu'on fait l'école à la maison que ça va être du grand n'importe quoi. Ici c'est pas la récré, alors on va fixer des horaires tous les matins de 8h à 10h, ça va être ça, ou de 10h à midi. Puis il faut qu'au moins qu'on fasse 2 heures d'école par jour, etc. Et on va jouer à l'école, on va jouer au prof, on va jouer à la maîtresse en fait, tout simplement, parce qu'on va appliquer naturellement le seul modèle qu'on connaît, le seul modèle qu'on a vu passer, quoi. En fait, donc voilà. Alors, ça dure un temps, ça dure un temps, et c'est pas très grave. Le truc, il faut faire attention à cette période-là, qui est une période fragile, c'est de ne pas gâcher la relation avec votre enfant. Il faut que cette période qui ne va pas durer, parce que vous allez vite vous en rendre compte, vous allez vite vous rendre compte qu'elle sert à rien. Donc cette période qui va pas durer, il faut pas qu'elle ait pu gâcher la relation que vous avez avec votre enfant, tout simplement. Parce que si il y a une perte de confiance, alors là, après, ça va être très difficile à rattraper. Parce que la moindre chose que vous allez leur proposer, ils vont dire, ok, il va encore essayer de nous faire passer un sapin, pour les amis québécois, pour une expression québécoise. Il va encore essayer de nous avoir, il va encore essayer de nous rouler dans la farine. Il va dire, on va faire un jeu, puis finalement, on va faire des maths. Quoi. Voilà, donc finalement, voilà, si on ne se rend pas compte que c'est une période assez importante qui a des risques, cette période cahier que j'appelle, où on va finalement essayer de jouer au prof parce qu'on nous on ne sait pas quoi faire, c'est nous qui sommes désemparés. Alors, il va falloir apprendre petit à petit à faire confiance à nous, à nous faire confiance, et puis il va falloir apprendre à faire confiance avec à son enfant aussi. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que il va falloir se convaincre que même si on ne crée pas un enseignement scolaire avec des cahiers, etc., eh bien l'enfant va quand même pouvoir apprendre tout un tas de choses. Ça, c'est très 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 important. Hein. Je vous ramène, si vous voulez, si vous avez déjà voyagé, moi je prends souvent l'exemple du voyage parce que ça me paraît quasiment l'exemple le plus parlant. Si vous avez déjà voyagé, il y a quelqu'un qui trouve pas. Chez moi, ça ne fonctionne pas non plus, dommage. Je remets suivi, mais j'ai... Bon, ben, c'est la page Thierry Pardo, la page publique, pour ceux qui ne trouvent pas. Je suis désolé, mais normalement, ça fonctionne. En tout cas, moi, je le vois apparaître un petit peu partout. Puis, tout le monde me confirme que ça fonctionne. En tout cas, tout le monde, beaucoup me confirment que ça fonctionne. Donc, c'est peut-être par chez vous qu'il y a un problème de connexion. Pour moi, je vais continuer en espérant que les choses se connectent chez vous. Alors, voilà, j'en suis à cette... Bon, ben, très bien, ben, merci. Ça fonctionne, on me dit, par ailleurs. Donc, il y a 171 personnes là connectées en ce moment. Il y a peut-être 2-3 personnes chez qui ça marche pas. Mais pour le reste, apparemment, je vais continuer. Je vais essayer de reprendre le filet de... Ah, merci pour l'adresse. Merci.
donc je vais essayer de reprendre le fil de mon histoire. Voilà, c'est-à-dire que bon, il y a cette période cahier, il faut pas gâcher la relation parce que à essayer de jouer au prof, on va avoir bon. En plus, vous savez, prof c'est un métier. Moi, je suis pas très pro école, mais il y a d'excellents profs. Prof c'est un métier, c'est un travail. Il y a des gens et qui ont étudié les méthodes pédagogiques, etc., etc. Alors bon, effectivement, nous on n'est pas profs, enfin en tout cas certains le sont, mais en général les parents, bon ben sont pas profs quoi. Donc ils vont se perdre là-dedans là, tout simplement. Ils vont jouer à un jeu qui ne leur va pas, ils vont marcher avec des chaussures qui leur conviennent pas, et ils vont abîmer la relation affective en fait qui a lieu entre eux et leur enfant. Et ça, ben, c'est la pire chose qui puisse arriver, parce qu'après les enfants ne vous font plus confiance. Alors, quand on apprend à se faire confiance, quand on apprend à faire confiance à notre enfant, les choses vont se passer différemment. J'étais en train de vous parler du voyage, parce que quand vous voyagez, que vous découvrez telle chose, tel pays, un peu partout, un peu partout sur la planète, eh ben vous allez tout simplement découvrir en même temps qu'avec vos enfants, vous allez vous découvrir vous-même et en même temps avec vos enfants, bon les choses qui se passent. Vous n'avez pas préparé un cours. Alors si vous voyagez 2 mois en Inde, mettons, et que, bon, vous allez voir tel temple, telle culture, telle civilisation, tel restaurant, telle bouffe, tel bon, etc., 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 ben, l'enfant va apprendre, découvrir, comprendre plein de choses. Vous allez en discuter à table, vous allez rencontrer des gens qui vont vous expliquer des choses, vous allez lire un livre, vous allez suivre tel guide, et l'enfant va revenir de là et il aura appris plein de choses. Ça, on est persuadé. Si vous revenez d'un voyage de 2 mois en Inde et que si quelqu'un vous dit « Ah ouais, mais alors, pendant votre voyage, est-ce que vous avez fait des cahiers? Est-ce que vous avez fait des fiches? Est-ce que vous avez fait des devoirs? Est-ce que vous avez fait des exercices ?» tu vois, ben non, parce qu'on était en voyage. Alors là, et que la personne vous dit « Ah, alors c'est dommage, parce que ça veut dire que votre enfant, pendant tout ce voyage-là, n'a rien appris. » On comprendrait combien ce serait ridicule comme commentaire. Comment ça, il a rien appris? On a vu, on a goûté, on a rencontré, on a compris, on a expérimenté tout un tas de choses. Alors, évidemment, voilà, une fois qu'on a compris ça, que l'apprentissage se fait sans intervention d'un enseignement, alors après, il suffit de reproduire cette logique-là dans notre vie quotidienne. Et on n'est pas obligé d'être au bout du monde. Ça peut être à la maison, ça peut être dans notre ville, dans notre campagne, avec les paysans autour de chez nous, bon, etc., etc., etc. Donc, il est possible que votre enfant, finalement, et il est même très probable, que votre enfant apprenne beaucoup plus de choses dans un environnement ouvert, diversifié, fait de rencontres de tout le monde, que dans un environnement fermé, cette espèce de clinique laboratoire qui est une classe d'école. Parce que dans une classe, il ne se passe rien que le prof n'ait pas prévu, apporter, contrôler, diriger, évaluer. Donc, si vous voulez, si le prof arrive et s'assoit à la table en disant, ben voilà, aujourd'hui on attend, on fait rien, eh ben, on attend et on fait rien. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien que le prof n'ait pas organisé. Alors, si vous voulez, on sait que pour apprendre une langue, la meilleure chose, c'est l'immersion. Ben, pour apprendre la vie, pour apprendre les choses de la vie, eh bien, c'est exactement la même chose. La meilleure chose, c'est l'immersion. C'est-à-dire, il faut être immergé dans la vie, dans toute sa complexité, dans toute sa diversité, dans toutes ses difficultés, parfois aussi, parce que quand on voyage, des fois, ben, on perd nos passeports, il y a plein de choses qui se passent. Mais la vie, c'est comme ça. Et donc, on a prévu des classes pour qu'il n'arrive rien à nos enfants. Et bien, croyez-le, ça a marché. Il ne leur arrive rien, en fait. C'est bien ça le problème. Alors, une fois qu'on s'est libéré de ces craintes-là, de ces peurs-là, là, déjà, on peut avoir une relation de confiance. Je vois Patricia qui me demande, et puis c'est une question qui m'est venue souvent dans la préparation de ce live. Et c'est une question qui revient très souvent, c'est la question sur l'aspect financier. C'est dire, ok, c'est bien beau, on comprend, l'enfant est capable d'apprendre, on n'est pas obligé d'organiser quelque chose, on peut se déscolariser, on n'est pas obligé de jouer au prof.
est-ce que ça, si ça c'est déjà bien compris, écoutez, on vient de faire un travail, on vient de faire un travail énorme. Je bois un café, excusez. Mais on me demande, et pour l'aspect financier. Alors là aussi, c'est un gros travail qu'on a à faire sur nous-mêmes. Et qui est important. Hein. Regardez, je vais vous parler en dollars canadiens parce que c'est la monnaie à laquelle je vis tous les jours. Alors, mais vous transposerez en euros, en dirhams ou en ce que vous voulez pour comprendre. Mais il y a des familles dans lesquelles on gagne 2 fois, 3 fois le salaire moyen du Canada, par exemple. Par exemple, on va avoir une famille où on gagne 100 000 dollars par année, peut-être 10 000 dollars par mois, et où les gens ne s'en sortent pas. Et quand vous leur dites, si vous leur dites, seriez-vous capable de vivre avec la moitié de ces 100 000 dollars par année, ils vous diraient, ben non, c'est impossible. Déjà, là, on s'en sort pas. Alors, et il y a des familles qui vivent avec 40 000 dollars par année, moins de la moitié de leurs voisins, et qui s'en sortent très bien, et qui voyagent, et qui font plein de choses, et les enfants apprennent, ont des livres à la maison, et font plein de choses, quoi. Merci Thierry pour le commentaire. Alors, nous, ça veut dire qu'on a un rapport à l'argent. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas riche ou pauvre, on se sent riche ou pauvre. Ça, c'est vraiment la... Et puis moi, pour avoir vécu, j'ai jamais été très riche, mais j'ai souvent été très pauvre. Et alors, je peux vous dire que c'est beaucoup plus un sentiment qu'une réalité physique, en fait, d'être riche ou pauvre. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Moi, j'ai des amis qui gagnent 2, 3, 4 fois ce que je gagne, ce qui est pas très dur. Hein. Et quand j'achète un truc ou que je vais quelque part, on me dit mais comment tu fais? Et ça, alors qu'ils gagnent 4 fois ce que je gagne. En fait, tu sais, mon premier réflexe, c'est de dire mais toi, comment tu fais pour pas le faire si moi je peux le faire? Donc voilà. Donc il y a vraiment des questions de cet ordre-là, du rapport à la richesse. Ça, c'est fondamental. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a déscolarisé ses enfants, on peut se rendre compte que travailler, ça nous coûte cher, en fait. Et que travailler, déjà, on gagnait moins que ce qu'on croyait, parce il y avait les temps de transport, il y avait les temps, il fallait s'acheter des habits, il fallait, etc. Plus tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire, de jardiner, de réparer, de repriser, de faire des choses tout simplement nous-mêmes. Je lis les messages au fur et à mesure, excusez. Mais oui, je vais répondre. Alors, est-ce qu'il y a des échecs de unschooling? On va y revenir. Encore une fois, pour répondre rapidement, c'est un rapport à ce qu'on appelle la réussite qu'il faut interroger. Mais voilà, donc tout simplement, on va se rendre compte qu'on économise énormément d'argent à ne pas aller travailler et qu'on a du temps avec nos enfants. Alors, il y a plusieurs formules, hein, et chaque famille, il y a une formule par famille. Alors, les plus courantes, ce qu'on peut trouver, c'est il y a un des deux parents qui travaille, puis l'autre reste à la maison. Ça, c'est une formule mais la personne qui reste à la maison, souvent, fait autre chose, en fait. C'est-à-dire, par exemple, a lancé sa compagnie de savon ou fait en tout cas, ou fait intervenante depuis l'extérieur ou etc., etc. Ce qui fait que finalement, on arrive à avoir quelqu'un qui n'est pas totalement dévoué uniquement à la journée des enfants et qui peut aussi faire des choses pour elles. Moi, écoutez, pendant des années, on a voyagé, j'ai fait un doctorat, j'ai écrit plusieurs bouquins, j'ai fait une maîtrise aussi, j'ai même travaillé à temps partiel, etc. Tout en ayant 2 enfants qui n'étaient pas à la maison. Vous savez qu'on est un couple séparé, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Quand on s'est séparés, je me suis retrouvé tout seul finalement avec mes enfants, et la semaine où je les avais, j'étais donc 100% du temps avec mes enfants. Et alors évidemment, on n'était pas riches, hein, on roulait pas sur l'or, mais ça nous a jamais empêché finalement de vivre, et on arrivait avec très peu d'argent. Mais par exemple, on va se trouver des occasions, on se trouvait tiens, on était invité, moi par exemple j'étais conteur, alors par exemple on était invité une soirée pour aller faire une conférence.
Et puis donc là, ben, cette soirée-là, on dormait chez telle famille, et puis on rencontrait telle et telle personne, etc. Donc finalement, on nous remboursait l'essence, même si on n'était pas bien payé. Bon, bref, des choses comme ça qui nous permettaient de voyager. Et avec les enfants, même les enfants en bas âge, on a fait du woofing, par exemple, dans l'état de New York en 2010. Et Kem avait quelques mois, hein, il est né en décembre, puis là, en juin, on faisait du woofing dans l'état de New York, etc. Donc là, ça veut dire que pendant un mois, ben, on était hébergé gratuitement en échange de quelques heures de travail. Donc voilà, on arrive toujours à trouver des façons et de voyager et de vivre, mais vous devez vous inventer la vie qui va avec. Il y a des gens qui ont peur, puis je le comprends, hein, c'est pas, il n'y a aucune accusation là-dedans. Hein. Il y a des gens qui ont peur parce que évidemment, ils se disent, évidemment, comment je peux faire, puis moi je suis tout seul à la maison, je suis avec mes enfants, mais euh, même seul, en fait, quand vous incluez vos enfants dans vos activités, moi j'ai déjà fait des conférences avec mon bébé de 6 mois. Vous savez, je suis prof d'aïkido aussi. À un moment donné, j'ai donné un stage d'aïkido. Mon bébé avait, Eikem avait quelques mois, 3 4 mois. Et bon, ben, je devais enseigner l'aïkido. Et vous savez qu'en Aikido, on n'utilise pas de force musculaire, hein, c'est ça, il y a de la force énergétique là, mais il n'y a pas de force musculaire. Et donc je dis, ben regardez, j'ai mon bébé, je dois m'en occuper, je suis tout seul avec lui aujourd'hui, eh ben je vais le prendre dans mes bras, et je vais vous montrer qu'on peut faire de l'aïkido, c'est-à-dire projeter, projeter quelqu'un à 4 mètres, sans réveiller un bébé qui dort, vous voyez, pour vous montrer à quel point il n'y a pas besoin de forcer et trop de sortir d'énergie musculaire. On peut vraiment faire d'un aïkido de qualité avec une seule main, en tenant un bébé dans les bras qui ne se réveille pas, quoi. Voilà, on peut arriver à chaque fois à trouver à trouver une formule, à trouver une façon de faire en sorte que... Alors on me dit, je suis une maman avec un enfant de 13 ans, difficile du côté financier, je suis obligé d'aller travailler. Ben oui, oui, mais je dis pas qu'il faut absolument arrêter toute activité, ne jamais plus travailler à vie, etc. Mais il est vraiment possible de s'inventer des formes de travail. On peut travailler de la maison. Quand on était séparés, la mère de mes enfants, donc qui les avait une semaine aussi avec elle toute seule quand elle les avait trouvé un emploi où son patron l'embauchait une semaine sur deux. Voilà, donc elle travaillait la semaine où elle les avait pas, et la semaine où elle les avait, elle travaillait pas, et son patron avait accepté qu'elle travaille une semaine sur deux. On peut très bien aussi avoir du télétravail, du travail de la maison. On peut choisir ses horaires, Alors, on peut arriver à se composer. Moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est la formule voyage, c'est-à-dire, à travers mes conférences, ou à travers, les salons du livre, ou à travers des colloques universitaires, ou des choses comme ça, eh ben, je sais qu'il y a une partie du billet qui est pris en charge, des choses, voilà. Et ça permet... ça permet, en fait, de voyager pour pas trop cher. On revient, on n'a pas mis de sous de côté, on n'est pas forcément riche. Si vous êtes insécure avec l'argent, c'est pas le genre de vie qui va forcément vous convenir, parce que quelque part, écoutez, je sais pas comment le dire, mais c'est un peu la vie d'artiste en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a une incertitude là-dedans. Mais bon, moi j'ai une vie d'écrivain, une vie de prof d'aïkido, une vie de conférencier. Bon, et peu ou prou, mes enfants, j'ai l'impression que ils grandissent pas mal. Mais je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie, vous, dans votre situation. Par exemple, ah oui, je connais des familles aussi qui ont monté des garderies d'enfants non-sco. Bon, ça veut dire que le mardi ou le mercredi, ils prennent 3 4 familles, les parents les payent un peu, eux, ça leur permet de payer leur loyer. Pendant ce temps, les autres parents vont travailler. Puis nous, on avait fait aussi cette formule-là au tout début avec une autre famille. On avait... on avait le mardi, par exemple, on prenait les enfants de l'autre famille. Le mercredi, c'est eux qui les prenaient. Ce qui fait qu'on avait une journée où on pouvait travailler les deux parents. Bon, etc., etc. Donc, il y a vraiment... Moi, je sais pas, vous savez, dans votre situation très précise, qu'est-ce qui est adapté, adaptable. Mais, voilà. Disons qu'il y a toujours une façon de trouver des solutions. Déscolariser les parents,
Pour répondre, Fabrice, à la question aussi, oui, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas juste un mode de vie physique et financier. C'est aussi ah oui, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, moi je suis graphiste et avec les enfants à la maison, aucun problème, etc. Bon, ben c'est super. Salut d'Égypte, waouh, bonjour. Alors oui, c'est aussi un déconditionnement parental. Ça veut dire que notre relation à l'enfant doit changer. Si vous voulez que votre relation soit libre et heureuse, il faut vraiment déconstruire un certain nombre de croyances, comme dit Laure. C'est-à-dire que, par exemple, cette relation euh, qui confond responsabilité et pouvoir, il faut y faire une croix dessus. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez la responsabilité de vos enfants, que vous avez la responsabilité de les éduquer, de les soigner, que vous avez la responsabilité de les habiller, de payer leur billet d'avion, de payer je sais pas quoi, ça vous donne forcément un pouvoir sur vous. Si vous accueillez votre frère parce que vous lui avez promis de lui faire un plat qu'il aime, vous allez avoir la responsabilité de lui faire le plat qu'il aime, puisque vous l'avez invité pour ça. Ah, tu aimes tel et tel plat. Ah ben écoute, mardi prochain, viens manger à la maison, je vais te cuisiner. Euh, je vais te cuisiner quelque chose que tu aimes, etc., etc. Bon. J'ai donc la responsabilité de le faire, hein, ce plat. Parce que si je le fais pas, il va dire, bon, tu m'avais promis ça, tu l'as pas fait. Maintenant, ça me donne pas forcément le pouvoir de dire, tu restes assis, tu finis ton assiette, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas parce que j'ai la responsabilité que j'ai forcément le pouvoir. Voilà. Et avec nos enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire que je dois, à un moment donné, renoncer à cette relation de pouvoir que j'exerce tout le temps, en permanence, de façon systémique et systématique, c'est-à-dire non seulement sur les grandes lignes de la vie, mais en plus à chaque seconde sur mes enfants. Et ça, c'est un deuil. Hein. Il y a plein de parents qui sont pas prêts. Hein. Oui, comme des invités de marque, hein, comme le disait Monsieur Léandre Bergeron. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des enfants qui sont nos partenaires de vie, en fait. Voilà. Euh, on vit avec eux et donc quand moi je pars en vacances avec ma conjointe, avec des amis que je pars camper, c'est pas à table, allez, vous venez, ça fait 3 fois que je vous appelle, si vous venez pas tout de suite, il n'y a plus rien à manger, vous l'aurez demain au petit déjeuner. On se comporte pas comme ça. Vous pouvez pas partir en vacances avec votre soeur, votre mère, votre frère, etc. en disant voilà, on va partir, mais sachez que s'il y a le moindre conflit, la moindre dispute, le moindre différend entre nous, c'est moi qui aurai tout le temps toujours raison. Voilà, c'est comme ça. On part comme ça, c'est la base de notre relation. Personne ne voudra partir en vacances avec vous, vous comprenez? Personne ne veut aller vivre un moment, une journée, une semaine avec quelqu'un qui dit à la base c'est moi qui aurai toujours raison, prenez-le par le bout que vous voulez quoi. Et ça, bon voilà. Vous devez à la fois retrouver, et ça c'est un chemin de vie, hein, vous devez retrouver vos enfants et vous devez passer ce chemin pour retrouver vos enfants passe par le fait de retrouver votre enfant intérieur en fait. C'est ça l'idée. Demandez-vous comment en tant qu'enfant vous aimeriez qu'on vous parle, comment vous aimeriez qu'on vous considère finalement. Alors, c'est ça, cet enfant intérieur qui vit à l'intérieur de nous, il a des choses à dire, il a des rencontres à faire avec cet enfant extérieur qui est sorti de nous, mais avec laquelle il faut encore tisser une vraie relation. Et l'enfant intérieur et l'enfant extérieur, si je peux dire, bon, doivent se parler, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental dans une relation. Si vous considérez un enfant comme, je sais pas, quelqu'un qui doit obéir, qu'il est mieux d'obéir, sinon il va en ramasser une, etc., etc. Alors là, évidemment, on est ailleurs, on est dans une autre relation. Je comprends que pour certains parents, ne pas frapper leur enfant, c'est déjà un grand pas. Et tant mieux si vous arrivez à le franchir, parce que ça, c'est la base, évidemment. Mais aussi ne pas installer systématiquement tout le temps partout une relation de pouvoir sur votre enfant. Que votre enfant ne sente
que je sais que dans le sud de la France, tu sais, je me rappelle mon grand-père qui disait, quand il parlait à d'autres adultes et tout ça, il disait, ah oui, mais quand même, il me craint, en parlant des enfants ou des petits-enfants, en disant, bon, j'ai quand même une autorité, il me craint. Mais vous comprenez qu'on peut avoir une autre relation qu'une relation de crainte. Hein, voilà, il n'y a pas de... mes enfants, je suis pas un père laxiste du tout. Hein, venez à la maison, vous allez voir, c'est mal arrangé, mais mes enfants, c'est pas tout et n'importe quoi tout le temps, tout simplement parce qu'on vit ensemble. On vit ensemble, donc si vous me laissez tout un tas de choses, de jouets, de Lego, de je sais pas quoi, en plein milieu, alors évidemment, comment dire, c'est sûr que là, moi je peux plus passer, pourtant c'est l'endroit de passage, etc. Alors, vous pouvez pas, parce qu'on vit ensemble, parce que c'est un espace de vie partagé, vous devez faire en sorte de prendre soin de cet espace-là. Voilà. Et moi, je dois en prendre soin aussi. Donc moi, je laisse pas traîner mes affaires parce que je sais que cet espace, il nous appartient à tout le monde. Bon, ben vous devez faire pareil. Donc oui, c'est bien que vous rangiez un bout de votre chambre. Non pas parce que... je suis le père, j'ai l'autorité, et donc quand je dis de ranger, il faut ranger, c'est pas ça. C'est que on vit ensemble dans ce petit espace. Et ce petit espace, il faut qu'il soit accessible, respectueux, qu'il soit agréable à tout le monde. Voilà. Donc on est dans une relation où tu fais pas n'importe quoi, mais là, ce serait le cas pour n'importe qui. C'est-à-dire que si vous invitez votre voisin, votre voisine, puis qui commence à, je dis n'importe quoi, mais pisser sur les murs, vous allez lui dire, tu fais quoi là, tu sais? Vous comprenez? Et c'est pas parce que vous avez une autorité naturelle ou quoi que ce soit. C'est simplement que c'est un espace de vie partagé et qu'on fait pas n'importe quoi dedans. Bon, voilà, ben avec les enfants, c'est la même chose. Essayez de comprendre que cet espace de vie, ce temps de vie partagé, voilà, il doit être respecté et que chacun doit être respectueux de tout ça. Voilà. Donc, tout simplement, les enfants sont capables de comprendre ça, y compris des enfants très jeunes. Hein. Il y a pas de problème avec ça, quoi. Je vois que Fabrice a fait une sorte de conférence dans la conférence avec tout un tas de liens qu'il envoie, c'est très bien. J'aimerais juste, avant que j'oublie, parce que l'heure passe vite, mais je vais revenir sur d'autres aspects. Bon, on parlait de l'aspect légal et tout ça, mais là encore une fois, hein, je vais revenir sur ces questions-là, les questions de performance, les questions d'aspect légal. Simplement, j'aimerais prendre une petite minute pour vous dire que on a eu beaucoup de demandes, vous savez, par rapport à la formation pirate de l'éducation, on a eu beaucoup de demandes, des gens qui disent comment on peut rejoindre la formation, comment on peut vivre cet accompagnement-là. Alors, écoutez, on l'a laissé ouverte tout le mois d'avril parce qu'on s'est dit, bon, il y a des gens qui veulent vraiment la rejoindre. Et à l'occasion de ce live, je vous annonce que si vous tapez, si vous allez sur la page de vente et que vous voulez, prendre la formation, la suivre, si vous tapez pirate au pluriel, donc en majuscule, P-I-R-A-T-E-S en majuscule, dans le code promotion, vous allez avoir une réduction en fait sur votre... je le dis aux gens parce que je sais que la période est pas facile, y compris financièrement, et que donc acheter une formation en période où on a des incertitudes sur le salaire et sur les rentrées d'argent, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc on fait ce geste-là, on fait cet effort-là vraiment en disant oui, vous pouvez vous inscrire, on vous fait une réduction qui est assez conséquente quand même sur le prix de la formation. C'est une réduction de 50 €. Donc voilà, donc la formation pirate au pluriel -éducation.com/formation. Vous allez arriver sur la page où on explique tous les modules, etc. Donc vous allez voir, je vous le redirai à la fin, mais vraiment, voilà, on a voulu que cette formation reste accessible dans cette période d'incertitude, quoi. Je vais revenir sur les questions alors de performance, je vais revenir sur les questions légales. D'abord sur la question légale.
On se dit oui, mais alors quand on a un inspecteur qui vient nous embêter, etc., etc. Mais là, ah oui, à la formation, je vais pas préciser. Ah oui, mais c'est une formation sur le unschooling en fait, justement, comment passer soit des enfants scolarisés, soit du homeschooling où on va faire des cahiers sur la table de la cuisine, au unschooling, c'est-à-dire à avoir une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus riche, plus heureuse en fait. Avec nos enfants, quoi. Donc c'est une formation qui s'appelle Les Pirates de l'éducation, vous pouvez aller voir ça. Et donc, bon, on offre cette formation depuis un mois déjà. Il y a déjà, oui, c'est sur Internet. Alors, c'est accessible à tous les pays. C'est en français, donc tous les pays de la francophonie ou tous les gens qui parlent français peuvent suivre cette formation. Donc voilà, euh, ouais, c'est ça, c'est une formation qui accompagne. Écoutez, c'est 10 heures de vidéo, c'est 35 modules, c'est un forum à chaque module, bon, etc., etc. Alors, euh, vous allez voir, c'est un truc assez riche. Vous pouvez en plus participer à un groupe Facebook. Bon, voilà. Je reviens sur la question de l'évaluation de l'inspecteur. Vous savez, quand vous êtes un adulte, vos enfants sont à l'école, le directeur vous appelle, vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression d'avoir 4 ans et demi, quoi, parce qu'il y a cette espèce d'autorité qui s'installe. Alors le directeur, lui, il a un gros bureau avec une grande chaise, son ordinateur, ses papiers, ses dossiers, la photo de ses enfants, etc., etc. Vous avez la petite chaise en plastique, vous êtes comme ça, et et merci Laure pour mettre le lien de la formation, merci, merci. Et donc vous avez la petite chaise en plastique, vous avez gardé votre manteau, lui il est là, il est installé, il dit voilà madame machin, on est là pour parler de votre fils, et vous êtes comme ça en disant ah oui excusez-moi, je suis un petit peu, je sais pas trop, nanana nanana, vous voyez. Donc on se retrouve vraiment comme mal pris finalement dans une relation qui nous domine. C'est pareil quand vous allez chez l'avocat, vous savez, l'autre jour j'étais chez un avocat, bon, pour nos histoires, encore une fois, c'est de séparation et autres. Et alors là, vous avez la grosse table de l'avocat, puis lui, il a la place de mettre toutes ses jambes en dessous, il peut s'allonger. Mais vous avez la planche devant, vous pouvez même pas vous approcher du bureau, vous voyez, parce que il y a une planche au niveau des jambes, vous avez la petite chaise en plastique, pendant que lui, il a une espèce de trône sur roulette, quoi. Bon, etc., etc. Alors, vous voyez, il faut arriver vraiment à avoir une relation quand on est déscolarisé, veut dire aussi que la personne qui vient voir vos enfants ou quand vous rencontrez un inspecteur, vous n'êtes pas pris dans une relation hiérarchique. Vous n'êtes pas soumis à la volonté, à la hiérarchie, au bon vouloir de ce monsieur-là, de cette madame-là. Vous êtes le responsable principal de vos enfants. Eux, finalement, il y a peut-être 2 semaines, ils savaient même pas que votre enfant il existait. Si demain vous déménagez dans un autre pays, il va pas vous appeler, je veux dire, pour savoir comment vont vos enfants. Vous comprenez, c'est pas. Donc lui, c'est un épisode dans la vie de votre enfant. C'est presque rien. Ils vont le voir 20 minutes dans leur vie, alors que vous êtes leurs parents, quoi. Vous allez passer 60 ans avec vos enfants. Donc ça veut dire que la relation de hiérarchie qu'il essaye de vous imposer, c'est pas possible. Il peut pas vous l'imposer. Il n'est qu'une pièce rapportée dans votre éducation. Et vous devez simplement lui faire comprendre que vous le respectez pour ce qu'il est en tant que personne, vous respectez son rôle, sa place, ce que vous voulez. Il a un métier, il a un travail à faire, ben, qu'il fasse son travail. Il y a pas de problème, hein, je veux dire. C'est pas, on n'est pas là pour l'embêter. Mais en même temps, lui ne peut pas vous imposer une sorte d'autorité, de statut comme ça, parce que il y a écrit inspecteur, du coup, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide de tout. Bon, vous voyez. Donc ça, c'est important d'être déscolarisé au point de dire bonjour monsieur, mais vous n'êtes pas mon supérieur, vous comprenez? En aucun moment vous pouvez vous revendiquer comme supérieur, quoi. Voilà. Si on prend maintenant sur les questions de réussite, là encore une fois, c'est quoi réussir? C'est réussir sa vie, réussir dans la vie, réussir un examen, réussir qu'est-ce qu'on appelle réussir? C'est quoi qui est important pour moi que mon enfant réussisse? Est-ce que ne pas savoir lire à 8 ans, est-ce que c'est un échec?
Ça dépend, on peut devenir un grand écrivain à 15 ans, même si on ne savait pas lire à 8 ans. Ça, c'est pas un problème, vous comprenez, on ne sait pas. Donc, notre enfant n'est pas obligé d'être performant. Je ne sais pas si vous voyez le truc. On n'est pas obligé de se laisser prendre dans cette espèce de course folle qui consiste à dire mon enfant a 3 ans, mais il réussit des puzzles pour enfants de 5 ans. Vous voyez, on s'en fout, c'est pas très grave, vous comprenez, c'est pas voilà. Donc on n'est pas obligé de coller en fait tous les travers de l'école. Vous savez, l'école choisit un certain nombre de matières qu'elle dit bon ça c'est bien de l'apprendre, puis ça c'est pas bien de l'apprendre. Donc par exemple à l'école vous allez apprendre bon des mathématiques de compétition, des équations du second degré, etc. Vous allez apprendre des choses qui peuvent, ma foi, pourquoi pas être utiles, mais il y a tout un tas de trucs fondamentaux, comme faire la cuisine, poser une étagère, changer une roue, réparer un vélo, connaître les civilisations mongoles, connaître les 1000 ans de mathématiques arabes, connaître les 4000 ans d'astronomie chinoise. Bon, bah, tout ça, vous l'apprendrez pas, en fait. C'est aussi bête que ça. Parce que y a quelqu'un qui a décidé que ça, il fallait pas l'apprendre, alors que il y a d'autres trucs que ça, faut l'apprendre. Alors, votre enfant a beau être hyper performant dans les matières, les quelques pauvres matières que l'école a choisi de transmettre, mais ça veut pas dire que ça doit s'appeler de la réussite, en fait. Vous voyez, c'est pas, nous, on avait piégé, par exemple, l'inspecteur qui était venu à la maison, j'ai déjà raconté ça, où il a dit, bon, je viens voir ce que font les enfants. Et bon, j'avais dit, bon, ben, pas de problème. Et alors, ce qu'ils font, regardez, c'est pas compliqué, ils vous ont préparé un examen de mathématiques, parce que le directeur qui venait nous voir était forcément, m'avait dit qu'il était prof de mathématiques de formation. alors bon, moi, tout simplement, j'avais dit, on va lui préparer un examen de mathématiques. Donc les enfants lui ont dit, voilà, ce qu'on a fait, et puis on a travaillé fort, donc j'espère que vous allez l'apprécier. Vous allez vous asseoir, prendre une feuille, un crayon, et on va vous faire passer un examen de mathématiques, vu que vous êtes prof de maths. Si vous arrivez à répondre, eh ben, vous avez un point. Si vous n'arrivez pas à répondre, bon, ben, c'est nous qui allons vous expliquer, et puis c'est nous qui aurons un point. Et croyez-le ou non, c'était 8-2 pour les enfants. Le prof de maths, au niveau d'histoire des mathématiques, ne comprenait rien, en fait, ne savait rien. Simplement, on n'apprend pas, on n'apprend pas les choses. Il y a plein de gens qui savent pas qu'on utilise les chiffres arabes, que finalement le monde arabe avait récupéré des chiffres indiens, etc. Vous avez vu, il y avait un truc l'autre jour qui était passé sur Facebook, qui était assez drôle, et qui disait qu'est-ce que vous dites on apprenait les chiffres arabes à l'école. Et là, il y a des gens qui répondaient comment ça, les chiffres arabes, on n'a qu'à apprendre les chiffres normaux, etc. Donc il y a plein de gens qui savent pas que les chiffres qu'on utilise tous les jours sont des chiffres arabes, en fait. Donc il y a quand même des choses de base au niveau de la culture, vous voyez, qu'on n'apprend pas à l'école, c'est aussi bête que ça. Alors, moi, que mes enfants performent ou ne performent pas dans des situations dans des situations qui ont été prédéterminées par l'école, moi, ça m'intéresse pas, enfin, vous comprenez, je m'en fous un peu, vous voyez, c'est pas ça. Par contre, effectivement, si mon fils arrive à 17 ans, il sait pas faire cuire des pâtes, ça va m'inquiéter un peu, vous voyez ce que je veux dire? Si il arrive à 30 ans et qu'il sait pas réparer un vélo, c'est compliqué, changer une couche, vous voyez, ce genre de truc, enfin, il me semble qu'il y a des choses fondamentales que il est bon d'avoir,
dans sa besace, dans sa trousse à outils, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça dans la formation, d'ailleurs, des pirates de l'éducation, on revient, il y a toute une étape, il y a 7 étapes, il y en a une qui est consacrée aux matières académiques, le français, l'histoire-géographie, les langues, les mathématiques, les sciences, etc. Il y a des choses qui, pour moi, sont incontournables, et voilà. Moi, je sais, les enfants, nos enfants, là, qui ont 10, 12, 13 ans, ils vont faire 15 métiers dans leur ville, dont 12 qui n'existent pas encore, vous voyez. Donc, je pense que c'est pas trop la peine de s'énerver avec ça, parce que qui aurait dit, il y a encore 20 ans, que dans la vie on était webmaster, ou qu'on était influenceur sur YouTube, et pourtant il y a des gens qui sont millionnaires avec ça, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. Donc, il y a des gens qui bouffent un concombre devant un micro qui sont millionnaires, je sais pas si vous avez vu ça. Bon, bref. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de métiers dont on n'a aucune idée. Alors, évidemment, jouer le rôle de se dire, voilà, toi tu vas apprendre ça, parce que ça c'est important, puis c'est ça que tu dois faire, etc., etc., ben, c'est quand même être un peu prétentieux. On le voit avec, vous savez, bon, l'épisode qu'on passe là de coronavirus, la moitié de l'humanité confinée, tout ça. Personne, au mois de décembre, vous savez, n'avait prévu ça. Hein, au 1er janvier, tout le monde s'est dit bonne année et bonne santé. Vous voyez, donc personne n'avait prévu ça. Personne, pas un épidémiologiste, pas un économiste, bon, personne. Alors, vous voyez, savoir dans quel monde vont vivre mes enfants dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, écoutez, j'en sais absolument rien. Alors, pourquoi leur prendre la tête au risque de gâcher la relation pour qu'ils finissent absolument cet exercice de maths que je trouve absolument fondamental? Comprenez, ça n'a pas de sens. Alors la question de la performance scolaire, vraiment, vous savez, vous pouvez, le jour où vous allez réussir à vous foutre la paix avec ça, vous allez foutre la paix à vos enfants. Et là, déjà, ça aussi, alors, ça fait partie de la déscolarisation. Hein. Donc, quand on est déscolarisé, si je devais donner 2, 3 critères, quand on est déscolarisé, la hiérarchie scolaire, bof, vous savez, elle nous fait pas très peur. Les matières scolaires, ouais, on peut trouver qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur, mais on n'est pas obligé de les prendre pour argent comptant. La discipline scolaire, alors là, on ne sait même pas de quoi il parle, on n'y croit pas, mais pas 2 secondes, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la réussite scolaire, bon, voilà, quoi, c'est quelque chose d'assez abstrait quand même. Donc voilà, une fois qu'on est complètement déscolarisé en fait, hein, qu'on est ailleurs, qu'on pense la vie en dehors de ce système scolaire là, eh ben oui, on se fout la paix, on fout la paix à tout le monde, on fout la paix à nos enfants, et on prend enfin le temps de la rencontre en fait. Hein, voilà, on prend oui, c'est ça, c'est tout ça qu'on parle, et comment se déscolariser nous-mêmes en tant qu'adultes. Ben arrêtez d'avoir peur. C'est facile à dire, hein, je comprends que c'est pas facile à faire, mais voilà, il faut arrêter d'avoir peur. En fait, vous savez, l'apprentissage, vos enfants, ils apprennent ce qu'ils veulent, en fait. C'est aussi bête que ça. Et nous aussi, on apprend ce qu'on veut. Hein, autant se le dire. Si je vous enseigne là aujourd'hui qu'une banane c'est bleu, vous pouvez dire oui, parce que j'ai un examen à vous faire passer, qu'il va falloir écrire qu'une banane c'est bleu. Mais au fond de vous, vous savez que c'est une connerie. Donc vous n'allez pas l'apprendre. Vous allez trier. Vous allez dire ça je le prends, ça je le prends pas. Quand vous lisez un livre, un essai, bon, sur des sujets, vous allez garder 2, 3 grandes idées, vous dire ah ça je choisis de le retenir parce que ça je trouve ça important. Puis quelqu'un qui aura lu exactement le même livre, on n'aura pas du tout tiré les mêmes conclusions que vous, on n'aura pas gardé les mêmes souvenirs, on n'aura pas pris les mêmes enseignements. Donc le livre a beau vous enseigner, vous allez choisir ce que vous avez envie d'apprendre. Eh bien, croyez-le ou non, mais les enfants, c'est exactement la même chose. Vous allez beau vous casser la tête à essayer de faire quoi que ce soit ou pour qui que ce soit avec vos enfants, ne vous inquiétez pas, vos enfants feront ce qu'ils veulent. C'est eux qui vont apprendre, c'est eux qui vont choisir. Voilà, donc faites de votre mieux. Faites de votre mieux dans l'amour que vous leur apportez, faites de votre mieux dans la relation, faites de votre mieux avec l'ouverture au monde, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à la culture, par le voyage, par la découverte, eh ben, faites de votre mieux, et l'enfant se sentant confiant,
eh ben, va pouvoir, et même si Patricia demande et s'il veut devenir un médecin, mais il n'y a pas de problème. Parce que être médecin, vous comprenez, c'est un choix d'adulte. Et si on a un enfant qui a grandi dans la confiance en lui, qui a grandi dans la confiance en l'autre, dans la confiance en ses capacités à l'apprentissage, qui sait que sa passion peut le mener loin, eh ben, il deviendra médecin, pilote d'avion ou je sais pas quoi, à la seconde où il aura choisi que c'est ça qu'il veut. Et il pourra même apprendre le coréen ancien si il tombe amoureux d'une fille qui parle le coréen ancien, vous comprenez? Il va apprendre ce qui lui paraît important dans la vie. Qu'est-ce que deviennent les unschoolers? On me demande beaucoup. Eh bien, ils deviennent des enfants qui ont compris que dans la vie, euh, on essaye de pas trop se gâcher la vie, quoi, en gros. Et donc, souvent, ils font des métiers artistiques. Ils deviennent pas forcément très riches, ils deviennent pas forcément, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils ont une vie de création, une vie de créativité, et qui les change. Vous voyez, on pourrait faire la différence entre une vie de création et une vie de productivité, voilà. Ça donne des gens qui sont pas forcément très productifs, qui sont pas dans les systèmes marchands productifs, mais qui par contre ont de la créativité, qui savent et qui peuvent exprimer, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où il est trop tard pour devenir un schooler? Non. Mais par contre, voilà, il y a des gens qui vont très bien gérer ça et qui vont pouvoir faire ça tout de suite. Mais il y a des gens, mais ça prend un petit temps à tout le monde, hein. Mais il y a des gens qui, en revanche, pour eux, ils ont besoin d'un accompagnement. Moi, écoutez, c'est d'ailleurs pour ça que, vous savez, on m'écrivait tous les jours, hein, encore aujourd'hui, tous les jours, j'ai des parents qui m'écrivent, parfois avec des mots gentils, etc. Mais des fois, des parents m'écrivent en panique, enfin, en disant, mais qu'est-ce que je fais? C'est plus possible, mon enfant ne marche plus, on a perdu la relation, on se parle plus, on se prend la tête, c'est le bordel. Enfin bon, voilà. Donc, et là, les parents, et je dis, oui, mais là, moi, pour vous aider, vous comprenez que je peux pas faire ça le temps d'un SMS. Vous voyez, c'est très compliqué d'accompagner des situations qui sont arrivées à des niveaux de blocage. Et c'est exactement pour ça, d'ailleurs, que finalement, j'ai fini par me laisser convaincre de mettre cette formation pirate de l'éducation en place, parce que ça prend un accompagnement qui est un peu long. Là, la formation, elle est sur 7 semaines. On pourrait la faire en une journée, si on voulait. Il y a 10 heures de vidéo, on pourrait les regarder dans la journée. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui se posent des questions, des gens qui réfléchissent, des gens qui reviennent à des choses fondamentales et qui se demandent ce qui les rend heureux, leur rapport au temps, à la liberté, à l'argent, leur relation aux enfants. Voilà, c'est vraiment toute cette... voilà, tout cet univers dans lequel on a besoin, quand on ne le connaît pas du tout et qu'on a grandi dans des systèmes un peu coercitifs, il faut bien le dire, des fois dans la famille et bon, des fois dans et parfois et presque toujours à l'école et souvent dans des familles, eh bien on est mal pris parce que oui, on est on n'a pas eu le modèle, on n'a pas eu l'exemple, mais ça c'est pas très grave, on peut se le créer, on peut se l'inventer, on peut vraiment aller voir comment on peut vivre autrement. Il y a tout un tas d'expériences, je vois des gens qui citent le film de Clara Bellard, par exemple, Être et devenir. Oui, c'est un bel exemple pour ça, qui encourage, hey, salut Marie-Julie, qui encourage les gens à voir que, elle prend l'exemple d'un enfant qui à 12 ans savait pas lire, à 15 ans il écrivait des pièces de théâtre, bon, voilà, parce qu'à la seconde où ça vous êtes motivé, eh bien vous allez le faire, et la question de la motivation ne se pose pas quand ça vient de vous, et donc vous sortez, bonsoir, vous sortez de cette relation au travail contraint. Et c'est pour ça qu'à la limite, bon, moi, je me suis... vous savez, bon, moi, j'ai changé de pays, je suis écrivain, vous savez, l'histoire de retraite et tout ça. Ça fait bien longtemps que bon, j'y pense pas du tout, vous voyez, parce que c'est plus... Bon, moi, j'aurais jamais droit à une retraite administrative, bon, comme ça existe dans pas mal de pays. Donc, si vous voulez, je me suis sorti de la logique du travail, je me suis sorti de la logique de la contrainte, de la hiérarchie, de l'horaire, de la retraite. Bon, voilà.
voilà, écoutez, alors après, oui, ça veut dire que, bon, il y a des fins de mois, des fois que c'est un peu difficile, oui, il y a des choses qui marchent, des fois, mais, bon, alors moi, j'ai cet avantage sur pas mal de gens, c'est que je m'inquiète pas trop pour l'argent, je m'inquiète 2-3 jours par an, à peu près. Le reste du temps, même avec, et pourtant, je vous dis, j'ai déjà été très pauvre, et pour les gens qui me connaissent, intimement, hein, je dirais, des gens qui me connaissent depuis longtemps, et, ouais, c'est ça le club des non-retraités, Fabrice, c'est exactement ça. Euh, euh, les gens qui me connaissent, à qui je peux raconter mon CV off, je raconte ça dans Les Savoirs Vagabonds, dans mon livre, mais je raconte pas tout, mais bon, moi j'ai vécu dans des foyers d'urgence, j'ai fait la route, j'ai fait la Manche, j'ai vécu avec 20 francs par jour à l'époque, enfin pas par jour, par mois, pardon, à l'époque, etc. Donc si vous voulez, moi j'ai tué ce monstre-là en moi, je n'ai pas peur du manque d'argent, voilà. Alors ça me donne un avantage, hein, je comprends, par rapport aux gens qui gagnent 100 000 dollars par année et qui ont peur d'en manquer. Je comprends que j'ai un avantage par rapport à ça. Mais on peut se désintoxiquer. C'est un monstre à tuer. Vous savez, le monstre, il faut le regarder en face et il faut le regarder droit dans les yeux et il faut lui dire, tu ne me fais pas peur. Voilà. Tu ne me fais plus peur. J'ai fini d'avoir peur à cause de toi. Voilà. Et ça, vous savez, on a tous des monstres à l'intérieur. Et il faut tuer ces monstres. Bon, voilà. Il faut ça se fait petit à petit, ça prend du courage, mais ça se fait. Voilà, ça se fait et ça prend du courage pour le faire, mais il faut le faire. Voilà, il faut vraiment arriver à se dire j'ai des monstres en moi ah oui, j'ai oublié de dire un petit mot. Mais voilà, j'ai des monstres en moi, je dois les regarder en face et leur dire qu'ils ne me font plus peur. Laure, tu rappelles l'expérience des écoles démocratiques? Oui, ça c'est une... on peut en dire quelques mots, parce qu'évidemment, c'est une structure dans laquelle les enfants peuvent aller, où il y a une philosophie de unschooling, mais à l'intérieur d'une école. Donc, avec une souplesse sur les horaires, où les enfants peuvent apprendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à leur rythme. Ils peuvent rester 3 semaines sur un canapé s'ils ont envie, parce que c'est ça qu'ils ont besoin pour décanter avant de se lancer dans d'autres apprentissages, etc. Donc, les écoles démocratiques, ça peut être pour des gens qui veulent faire du unschooling pur une période de transition qui est quand même assez importante, parce que, et après on peut pas faire toute sa vie dans une école démocratique, il y a pas de problème, mais disons que c'est un endroit où vous allez avoir un peu les avantages du collectif, où on va apprendre à vivre ensemble avec des cercles de restauration, où on va avoir des organes où on va gérer les conflits, etc. Et en même temps on va avoir une philosophie de unschooling. Alors, moi, j'encourage, je soutiens beaucoup d'écoles démocratiques, celle de Quimper en ce moment, et le Carré Libre qui vit des difficultés. Moi, j'essaye de les appuyer comme je peux, mais d'autres aussi. Bon, j'en ai visité beaucoup en Corse, un petit peu partout, à Montauban, etc. Bon, à Paris, bon, voilà, et j'appuie ça. Mais je comprends que ça peut être des structures, des périodes qui facilitent la vie des parents qui se posent trop d'inquiétudes. Voilà. Mais si vous arrivez à balayer toutes ces inquiétudes-là, écoutez, vous pouvez partir carrément sur du freestyle. Mais je comprends qu'on a besoin d'avoir des témoignages, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir quelque chose, des fois qui nous tient un peu la main, en fait, tout simplement. Alors, il y a plusieurs exemples, hein. Il y a des films il y a des films qui sont on parlait du film de Clara Bellard, Être devenir, il y en a d'autres dans lesquels on voit des unschoolers qui fonctionnent. Ah oui, les exemples des écoles du troisième type, là salut Bernard s'il nous regarde, mais les écoles du troisième type, c'est encore une démarche, vous voyez, c'est pas, en fait il n'y a pas on-off, hein, c'est pas soit on est le premier de la classe en uniforme et à obéir sagement, soit on est des unschoolers hippies qui vivent dans les bois. Vous voyez, il y a vraiment... Moi, je suis un fan inconditionnel de la diversité éducative. Voilà. Hein. Je crois qu'il en faut
pour tout le monde, parce qu'on a tous des monstres, on a tous des peurs, on a tous des fois on se connaît, des fois on se connaît pas, des fois on apprend à se connaître au fur et à mesure. Il faut une vie pour apprendre à se connaître. Alors on est souvent des enfants qui éduquent des autres enfants parce qu'on n'a pas soigné nos propres blessures, on n'a pas bon. Alors c'est toutes ces choses là il faut se respecter, il faut y aller. Voilà, il faut y aller avec douceur avec nos enfants, il faut y aller en douceur avec nous-mêmes. C'est pas la peine de se mettre des coups de pied au cul, vous voyez ce que je veux dire? On peut avancer sur des chemins tranquilles et changer petit à petit et apprendre à se connaître. Voilà, donc c'est le but de ce Facebook Live. J'essaye d'être de donner quelques indications, bien que je ne puisse pas vous dire, alors vous, concrètement, tiens, telle personne qui m'écrit pour toi exactement ce que tu dois faire dans ta vie, c'est ça, ça, ça. Moi, je suis pas un gourou, hein, vous voyez, je suis pas dogmatique, je peux pas vous dire pour vous qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais je peux vous encourager à chercher ce qui vous convient le mieux, parce qu'une fois que vous avez trouvé votre X, c'est vraiment autre chose. Le mieux que je puisse faire, je vous dis, ça a été de créer cette formation pirate de l'éducation, parce que là, c'est un accompagnement en douceur. Mais il s'agissait pas de faire de vous des bons unschoolers. Je vous demande pas d'être les premiers de la classe du unschooling. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc, l'idée, c'est d'arriver à vous accompagner un petit peu dans votre transition pour que petit à petit, vous puissiez, faire les choses de façon qui vous correspondent, que vous marchiez avec des chaussures qui vous vont bien, tout simplement, et que vous permettiez à vos enfants de marcher avec des chaussures qui leur vont aussi. Voilà. C'est ça l'idée. Je vous rappelle, donc, du coup, pour cette formation-là, je le redis parce que je sais que financièrement, ça peut être difficile pour certaines familles, mais on a un rabais en ce moment, là, si vous tapez Pirate, P-I-R-A-T-E-S, dans le code promo là de la page de vente, vous avez une réduction significative vraiment de 50 euros pardon sur la formation. Voilà, écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite vraiment de trouver pour vous et pour vos enfants ce X dont on parle et qui est cet endroit unique en fait que vous seul pouvez trouver, où vous allez pouvoir être libres et heureux ensemble, en étant tous des déscolarisés, à la fois vos enfants et à la fois vous dans vos têtes. Vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'école, mais l'école fait des ravages. Alors ça prend du temps, voilà. Alors écoutez, merci de m'avoir suivi, vraiment vous étiez nombreux, on a été jusqu'à 210 ou 220 personnes connectées en même temps, ça me fait vraiment plaisir. Si ça permet, écoutez, à tout le monde de cheminer un petit peu ensemble, d'être un peu plus... comment dire, un peu plus serein, hein, tout simplement. Bon, voilà, écoutez, merci, moi ça fait mon bonheur et j'espère que ça contribuera à faire le vôtre. Alors merci à vous, merci de m'avoir suivi, c'était vraiment chouette de retrouver plein de monde. Merci pour tous vos coucous, j'ai pas pu dire bonjour, au revoir à tout le monde, mais ça me fait vraiment plaisir, je vois passer vos messages. Écoutez, merci pour vos participations, merci aussi tous les gens qui ont mis des liens, soit vers la formation, mais aussi Fabrice vers les intelligences multiples, vers les écoles démocratiques, vers les écoles du troisième type. Allez-y, explorez tout ça et vous allez voir, il y a toute une diversité qui est vraiment qui fait partie du paysage éducatif et qu'on se doit de connaître pour prendre les bonnes décisions, quoi. Voilà. Merci à vous, merci, ça m'a fait vraiment plaisir. À bientôt. Ah oui, et tout ça pour dire aussi que le live va être enregistré. Je vais le mettre sur ma page, sur YouTube et sur tout ça. Donc pour ceux qui veulent, sur ma chaîne YouTube, on dit, c'est ça. Donc pour tous ceux qui veulent revoir, ou en tout cas qui veulent le partager parce que certaines personnes qui connaissent auraient aimé être là mais n'ont pas pu. Il y avait Yves Bonardel qui parlait sur une autre chaîne en même temps, et c'est vraiment quelqu'un d'appréciable aussi. Alors je comprends que tout le monde n'a pas pu être là en même temps, mais en tout cas voilà, ça va être disponible, on pourra revoir ça. Merci encore, et puis on en refera si
certaines personnes sont intéressées. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Restez au chaud, à l'abri de la tempête. Hey, salut Emma. Et puis voilà, on se reparle bientôt. Au revoir.